Bonsoir à tous et bienvenue à la table ronde des experts organisée par Risk Intel. Donc ce soir, nous recevons 4 experts afin d'échanger sur l'évolution de la menace cyber, un point sur 2020 et les perspectives pour la nouvelle année 2021. Donc comme vous le savez tous, donc l'année 2020 a été marquée par une forte recrudescence des attaques cyber. La pandémie a été perçue comme une aubaine et on a pu percevoir un comportement opportuniste de la part des cybercriminels. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui organisé cette table ronde. Donc je me présente très rapidement. Je m'appelle Yasmine Douadi et je suis fondatrice donc, de Risk Intel. Aujourd'hui, nous organisons cette table ronde en partenariat avec 2 associations, donc le GAPEI, qui est le groupe des acteurs de la protection des entreprises et de l'intelligence économique de l'INH-ESJ, et le World Protection Forum, qui est un événement annuel qui regroupe et recense un ensemble d'acteurs du secteur de la gestion du risque. Donc on est complètement dans la thématique de notre table ronde. Donc je vais laisser la main aux autres intervenants pour se présenter et nous pourrons commencer cette table ronde. Bonjour, moi je m'appelle Alain Bouillet, je suis le délégué général du CESIN. Le CESIN, c'est une association, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, qui regroupe principalement des RSSI et nous sommes au dernier comptage un peu plus de 700, ce qui représente environ 500 entreprises plutôt grandes et moyennes. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Leroux, je suis directeur marketing et innovation chez Advance. Donc Advance, on est un pure player de la cybersécurité. On accompagne nos clients, publics, privés, grands et petits, sur toutes les facettes de leur problématique de cyber. Bonsoir à tous, moi je suis Clément Rossi, je dirige les partenariats et les relations extérieures du FIC, qui est le Forum international de la cybersécurité, que nous co-organisons avec la Gendarmerie nationale et le ministère de l'Intérieur. Moi, j'appartiens à un cabinet d'intelligence économique de conseil en stratégie qui s'appelle Avisa Partner, anciennement CEIS. Et donc, nous accompagnons globalement les entreprises dans la gestion de leurs risques sur des dimensions d'influence, d'affaires publiques et de gestion des risques, bien sûr. Et donc, le FIC aujourd'hui est un des principaux événements français de cybersécurité et de confiance numérique. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yessir Kazar, je suis CEO et cofondateur d'une start-up française qui s'appelle Yogosha. Nous sommes leaders européens sur la cybersécurité crowdsourcée. Et en ce sens, nous avons une plateforme qui recense une communauté internationale de hackers éthiques qu'on mobilise pour aider nos entreprises à trouver des failles de sécurité sur leur système d'information. Et c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci à tous pour cette présentation. Alors, pour répondre au sujet de ce soir, nous avons décidé de diviser donc, cette table ronde sur 4 thématiques qui vont. La première, ça va être les faits marquants de 2020. La seconde va être les principales évolutions de la menace. La troisième, les préoccupations et besoins majeurs des RSSI pour 2021. Et nous finirons sur quelles perspectives pour les entreprises et institutions publiques. Alors, sachez que nous avons un petit chat sur lequel vous êtes tous en train de nous dire bonsoir. N'hésitez pas à mettre votre question parce que nos intervenants vont prendre quelques moments pour répondre à certaines questions. On ne pourra pas répondre à toutes, mais on essaiera de répondre en tout cas au maximum. Voilà. Alors, je propose de commencer cette table ronde avec la première question qui, cette fois-ci, se dirige donc à Clément Rossi. Donc, quelles ont été pour vous les attaques majeures en 2020 ? Merci Yasmine. Déjà, je pense que, et tu l'as rappelé, on a vécu une année particulièrement dense en matière de cyberattaques, particulièrement dense et agressive. L'ANSSI a sorti un rapport la semaine dernière sur la menace ransomware. Et donc, ils notaient une augmentation de plus de 250% de leurs interventions dues à des ransomware. La gendarmerie, pour sa part, notait une hausse de plus de 50% des infractions liées à la cybercriminalité. Donc, ce sont des chiffres qui sont évidemment très significatifs. À l'heure actuelle, on a 2 collectivités locales, des mairies, qui sont encore en reprise d'activité suite à des ransomware. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, on a appris que l'hôpital de Dax était complètement paralysé avec l'ensemble de l'informatique qui était bloquée et chiffrée par un ransomware. Hier, c'était une ville
en Floride qui annonçait avoir été victime d'une cyberattaque sur son système d'eau potable, où un hacker a commencé à prendre contrôle notamment du taux de chlore et a essayé de modifier le taux de chlore. Heureusement, un des techniciens s'en est rendu compte et donc l'eau qui avait été, donc le taux de chlore avait été modifié, n'a pas été envoyé dans le circuit de distribution, mais il y avait une véritable intention criminelle et qui aurait pu conduire à un empoisonnement massif de l'ensemble de la population. Partant de ce constat, il y a quand même une attaque qui a été particulièrement illustratrice. Je pense notamment à SolarWinds. Pourquoi ça a été elle est particulièrement révélatrice et illustratrice? D'une part, par le nombre de victimes, plus de 15 000 victimes, par son niveau de complexité, mais ça, je laisserai Yassir revenir dessus, dont des agences gouvernementales, le Trésor américain, des départements de la sécurité intérieure, le DoD, enfin bref, une ampleur qui est telle que les États-Unis n'en ont jamais connue. Et qui a été détecté en plus par une société de cybersécurité et donc qui a relevé cette attaque et qui a prévenu. Et c'est suite à ces investigations-là qu'on a compris que SolarWinds et un des logiciels, une mise à jour du logiciel SolarWinds avait été modifiée. Elle est révélatrice parce que c'est clairement la plus grosse faillite de l'histoire américaine en matière de cybersécurité. Qu'elle pose beaucoup de questions, eu égard aux budgets colossaux engloutis par le gouvernement américain dans sa cybersécurité. C'est le premier marché mondial de la cybersécurité et de très très loin. Les budgets au niveau du gouvernement fédéral sont de loin les plus importants et pourtant, ils n'ont pas vu du tout cette attaque et ils sont encore en train d'investiguer pour en comprendre les répercussions exactes. Ça interroge aussi peut-être sur le modèle américain avec une agence, la NSA, qui gère à la fois l'offensif et le défensif. On peut s'interroger très clairement du coup sur la pertinence de ce modèle d'organisation à l'échelon fédéral. Et puis, ça interroge aussi Yassir, et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir sur une des grandes menaces aujourd'hui qui est l'attaque par supply chain. Et ça interroge aussi, nous, Européens, ça doit nous interroger, d'une part sur le risque systémique que représente ce type d'attaque sur des acteurs majeurs qui alimentent l'ensemble des organisations. Et ça interroge aussi sur notre capacité à nous, marché européen du numérique au global, sur notre capacité à imposer des normes minimales de sécurité aux produits logiciels. Aujourd'hui, et c'est quand même un peu paradoxal compte tenu des enjeux que nous allons creuser tout au long de la soirée, le logiciel, donc le numérique est partout dans nos vies et le logiciel est le seul secteur à ne pas être régulé ou encadré par des normes minimales de sécurité. Merci Clément. Yassir, compléter. D'accord. Alors, je vais essayer d'être synthétique, effectivement, vu qu'on a un temps imparti qui est assez limité. Mais effectivement, je pense que SolarWinds est certainement une des attaques les plus marquantes pour toutes les raisons que Clément a présentées. Il faut garder en plus à l'esprit qu'il y a, en termes de suivi de cette opération-là, il y a à peu près un décalage de 1 à 2 mois par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, nous, on commence à avoir en France les premières enquêtes qui tombent sur cette opération-là. Aux États-Unis, c'est en train de tourner depuis un petit moment et il y a des rapports 24 heures sur 24 autour de cette opération suite aux révélations de FireEye sur cette opération. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait dans cette attaque et pourquoi elle est si marquante que ça, c'est parce qu'elle est à la croisée je pense, de 3 choses. La première, c'est et qu'il faut comprendre pour comprendre cette attaque. La première des choses, c'est comprendre en quoi la notion de chaîne logistique, chaîne d'approvisionnement
ou supply chain a évolué et donc pourquoi ça devient un enjeu en fin de compte. Deuxièmement, il faut comprendre assez rapidement ce qu'on appelle les APT, les attaques persistantes évoluées, Advanced Persistent Threat, parce qu'on est clairement dans ce cas-là. Et puis après, bien entendu, le SolarWinds, comprendre en fait que du coup, on va chercher les dénominateurs communs. Je vais commencer par le dernier point, puisque c'est Clément a dit, c'est-à-dire que on va chercher un acteur comme SolarWinds qui a une panoplie de software qui existe dans la nature. C'est un leader, ils ont 300 000 clients dans le monde. Et en fait, ça permet de voir qu'on est tous dans une chaîne de valeur et qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. Et que si on n'arrive pas à rentrer dans la cible qu'on veut, on va aller chercher dans toutes les personnes qui sont interconnectées et justement dans cette fameuse chaîne de valeur qui est construite. Et derrière, si on caricature la chaîne de logistique pour ceux ou d'approvisionnement tel qu'on la connaissait de manière classique, c'était quelque chose d'assez linéaire. Vous aviez le fournisseur, le producteur, le distributeur, le client, etc., etc. Et c'était normalement une approche assez séquentielle avec laquelle on traitait l'information. Or, aujourd'hui, avec des control towers, des ERP ou ce genre d'approche, on transforme en fait ce lien-là et on redevient dans un lien assez en réseau en fait avec ces différents acteurs et c'est ce qui renforce ce type de fragilité. Alors, comme ça a été dit, là, on est sur, je pense qu'on a dépassé les 15 000 aujourd'hui, c'est 18 000 entreprises, organisations qui a été touchées, avec des fuites de données qui sont assez conséquentes. Mais voilà, c'était important de comprendre que la chaîne de logistique telle qu'on la connaît, elle a évolué et il devient en fait intéressant pour les attaquants d'analyser cette chaîne-là, de voir les dénominateurs communs qui existent, de trouver les maillons faibles et de passer par ce type de choses. Par la suite, le dernier point, c'est les APT. Donc, on est clairement dans ce cas-là puisque c'est une entreprise de cybersécurité FireEye qui a détecté en fait quelque chose qui clochait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les attaquants malveillants ont attaqué les serveurs de mise à jour des produits FireEye. Ils sont a priori passés par du phishing et du social engineering. Donc, ils ont réussi à compromettre les connexions d'une des personnes, certainement opérationnelles. Comme ça, ils ont pu avoir accès au serveur de mise à jour. Ils ont compromis le serveur de mise à jour officiel, c'est-à-dire que c'était vraiment les serveurs qui déployaient les nouvelles mises à jour du produit, ce qui faisait que tous les clients qui avaient ce produit, ces jeux, quand il y a eu la mise à jour malveillante, l'ont accepté. Mais il se trouve que c'était quelque chose qui, comme on le connaît pour ceux qui connaissent les APT, c'est mon dernier point, je vais m'arrêter là, c'est quelque chose qui ne se déclenche pas automatiquement. Le malware reste dans une phase de sommeil, en fait, exprès. Et le but, c'est qu'on puisse rester le plus longtemps possible chez les clients. Donc, du coup, c'était assez problématique. Et du coup, si typiquement cette boîte FireEye n'avait pas trouvé, peut-être que ça aurait été resté encore plus longtemps que ça. On n'aurait peut-être pas pu le détecter. Donc, voilà en quoi c'est une des opérations les plus marquantes. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de vigilance à mettre en place pour pas mal d'entreprises, d'organismes, pour justement, ne serait-ce que vis-à-vis des relations clients-fournisseurs, en fait, avoir des niveaux d'exigence et de collaboration qui permettent de réduire les mailles, puisque le risque zéro n'existe pas. Merci beaucoup, Yasser. Alors, seconde question, cette fois-ci pour Benjamin Leroux. Quelle a été pour vous la meilleure réaction d'un acteur face à une attaque subie en termes de gestion de crise, mais également de communication? Alors, on a eu beaucoup d'attaques, on en a parlé, on ne va pas revenir sur la longue liste de 2020 et essayer plutôt de chercher le positif dans tout ça. Et moi, je voulais mettre en avant une attaque qui a eu lieu en 2020 avec des petites continuités sur le début de l'année 2021. C'est le journal Ouest France. Vous le savez sans doute, ils ont été victimes d'un ransomware. Alors évidemment, ça n'est pas la seule structure qui a été victime d'un tel malware. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont utilisé leur colonne. C'est un journal, donc ils ont utilisé leur colonne pour raconter, pour témoigner de ce qui s'est passé. Il y a un article très intéressant qui est publié, donc qui est encore en ligne, accessible sur leur site, qui raconte de l'intérieur ce qui s'est passé.
Pendant très longtemps, trop longtemps, il y avait une espèce de silence sur les attaques, on n'en parlait pas, on n'expliquait pas trop comment ça se passait. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez détaillé, très accessible aussi. C'est un article qui se lit facilement, pas besoin d'un expert du milieu, avec tous les points de vue, la dimension informatique, la réaction, la gestion de crise, l'impact sur le business, comment ils ont réussi à sortir les journaux, comment ils se sont adaptés aussi. Ils expliquent par exemple qu'ils n'ont pas fait toutes les éditions locales, mais une seule édition, mais ce qui était déjà très bien dans le contexte de sortir au moins une édition. Ils parlent de plein de choses auxquelles on pense peut-être pas. C'est que par exemple leur standard téléphonique a été débordé d'appels pour savoir ce qui se passait. Et puis ça va de façon assez transparente, pas mal dans le détail, avec par exemple les primes dont ont bénéficié les salariés qui ont été impliqués dans la gestion de crise, le fait qu'évidemment les syndicats s'en sont mêlés, etc., etc. Mais voilà, il y a vraiment un bel exercice de transparence. On peut le souligner. Moi, je vois que certains sur le chat ont partagé le lien de l'article. Donc voilà, c'est un bel exemple. Alors évidemment, ils sont dans les médias, donc peut-être que très vite, ils se sont dit, tiens, on va s'en servir pour faire un scoop, même si le scoop, il date de quelques mois. Et autre point, alors c'est pas je sais pas, c'est pas du 2020, c'est 2021, c'est la vidéo du Média Brut sur la cyberattaque, je pense à Angers, qui a été très, très live, qui est aussi assez intéressante. Alors voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ici avait pensé, c'était préparé, mais c'est intéressant de voir comment ce sujet de la crise et de l'après-crise, mais de façon très proche, est de plus en plus partagé et de façon transparente. Pour compléter ce que dit Benjamin, moi c'était un peu ironique, mais ce que je voulais noter, c'est la cyberattaque et la communication qui a suivi sur Soprasteria. Bon, évidemment, Soprasteria est un des acteurs majeurs de l'écosystème cybersécurité français, avec des services de détection, d'intrusion, des services de réponse sur incidents aussi. Donc, ils ont été très réactifs dans la manière de gérer leur crise, de la circonscrire. Très factuels aussi, voire lapidaires dans leur communication initiale. Et en fait, ce qui fait que ça a été une bonne communication, c'est que ce n'est pas eux qui ont communiqué. Mais a posteriori, en fait, ça a été une intervention de Guillaume Poupard de l'ANSSI en commission parlementaire qui a salué le travail des équipes de réponse sur incident et de gestion de crise de Soprasteria. Et donc, finalement, en termes de communication, on peut difficilement faire mieux qu'une tierce personne qui soit aussi légitime et aussi respectée que ne peut l'être Guillaume Poupard, qui te parle à votre place et qui félicite les équipes de réponse à incident et de gestion de crise. Merci beaucoup, Clément. Alors, troisième question. Toujours pour Clément. Quelle mesure gouvernementale majeure en France ou à l'étranger face à la cybermenace vous a le plus marqué? Alors, ce n'est pas vraiment une mesure en tant que telle. C'est plutôt une action des forces de l'ordre. Et je pense en cela à EncroChat, évidemment, cet été. Alors, EncroChat, vous savez, c'était le WhatsApp un peu du crime, où finalement des technologies de cybersécurité, chiffrement, etc., durcissement des téléphones ont été utilisés à des profits criminels. Il y avait plus de 60 000 utilisateurs, donc c'était une société qui était légitime, qui avait pensé, qui était pensée comme une société, mais qui délivrait à des fins criminelles leurs outils et leurs téléphones et leurs systèmes de communication, qui étaient utilisés par des mafias et des gangsters. Et donc, en fait, à l'initiative des gendarmes français, c'est un réseau tentaculaire qui a été démantelé. Alors, j'ai les chiffres, c'est 120 millions de messages qui ont été interceptés. C'était plus de 1000 arrestations. Enfin, c'est des chiffres qui sont absolument délirants. Et derrière ça, ça a été pour les gendarmes français, à l'aide de la coopération, notamment de l'EC3, d'Europol et sur des programmes européens, ils ont réussi à développer des outils qui leur permettaient de contourner le chiffrement. Donc, on entend souvent le débat, en gros, du chiffrement, liberté vs chiffrement, où le chiffrement, finalement, est un affaiblissement du travail des forces de l'ordre. D'une part, cette opération a montré que ce n'était pas le cas, qu'on pouvait contourner sans affaiblir les solutions de chiffrement, mais qu'on pouvait contourner pour mener son travail d'enquêteur. Ça illustre aussi
le fait que, y compris en matière criminelle, y compris en matière cybercriminelle, on arrive à faire tomber des réseaux, on arrive à travailler à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, parce que y compris le FBI a été partie prenante dans l'affaire, et c'est un travail énorme qui a été réalisé, et donc on ne peut que saluer l'excellence technologique de la gendarmerie française sur le sujet. Merci Clément. Alors nous arrivons à la seconde partie donc, de cette table ronde, comme nous l'énotions au départ, donc les principales évolutions de la menace. Donc, cette première question pour Alain, avez-vous perçu des évolutions dans le profil des attaquants ou de leur mode opératoire? Alors oui, ce qu'on voit effectivement depuis quelques années, c'est un transfert finalement de la délinquance ordinaire, je dirais, vers la cyberdélinquance, et ça s'explique très bien, hein, en général, c'est assez impuni. On a toujours beaucoup de mal à retrouver des délinquants. Et puis, voilà, les forfaits se font de manière, je dirais, sans violence physique. Et ça, en effet, c'est le gros de tout ce qu'on voit, où on va demander des rançons de quelques milliers d'euros. C'est des petits larcins, finalement, qui s'attaquent en général à des entreprises, enfin, on en a cité quelques-unes, hein, alors je ne parle pas de Soprasteria, évidemment, mais je parle plutôt de West France, qui n'ont pas mis les moyens, typiquement les communes, elles n'ont pas des moyens conséquents pour protéger leur patrimoine. Et du coup, ces petits délinquants-là, effectivement, s'attaquent en grand nombre à un grand nombre de victimes, et ça fait un grand business. Finalement, il y a un ROI qui est très, comment dirais-je, très important, puisque l'investissement est quasiment nul, hein. Il y a des panoplies toutes prêtes sur les réseaux underground pour fomenter ce genre d'attaque. Et du coup, enfin, je ne dis pas qu'un enfant de 5 ans pourrait le faire, mais presque. Et du coup, ça fait en effet le gros nuage d'attaques que l'on voit. Et puis après, il y a ce que vous venez d'évoquer avec SolarWinds, ou des choses évidemment beaucoup plus sophistiquées, qui demandent beaucoup plus de moyens, et qui sont là plutôt, on va dire, du niveau étatique. Il y a eu un reportage sur France Télévisions la semaine dernière qui expliquait assez bien ça, hein, comment les hackers russes sont finalement de mèche avec le gouvernement. Le gouvernement les laisse faire, en gros, mais en échange, quand le gouvernement a besoin d'experts pour espionner ou attaquer tel ou tel pays, eh bien, il sait où aller chercher sa main-d'œuvre. Donc, je cite les deux extrêmes. Alors évidemment, au milieu, il y a plein d'autres réseaux, plein d'autres délinquances, mais on voit bien que finalement, la première, elle est plutôt destinée à du petit larcin, mais qui a des conséquences en effet extrêmement néfastes pour les victimes. Et la deuxième, c'est un peu le phénomène de la guerre, hein, avec finalement des dégâts collatéraux, parce que je pense que toutes les victimes de l'attaque SolarWinds par rebond, par des FireEye et autres, ils n'avaient rien demandé à personne, et ils n'étaient pas nécessairement dans la cible de ceux qui ont fabriqué l'attaque. Donc du coup, on se retrouve, je finis ma phrase par rapport à la guerre, avec des victimes collatérales. Et ça, malheureusement, je crois qu'on va en rencontrer de plus en plus souvent, puisque finalement, si pour attaquer une cible bien précise, on vise un logiciel qui est, on est sûr que l'entreprise l'utilise, mais du coup, à d'autres clients, eh ben, on se retrouve avec le phénomène SolarWinds, et je pense que ça va pas être le dernier. C'était pas le premier, mais ça va pas être le dernier. Merci Alain. Benjamin, qu'en penses-tu? Alors pour compléter effectivement sur les évolutions en matière de mode opératoire des attaquants, rien que sur les cibles, hein, on parlait des fournisseurs de services numériques, hein, qui sont un bon moyen de toucher par rebond tous leurs clients. On l'a cité, Clément l'a cité, mais il y a également des fournisseurs de services de cybersécurité ou de produits de cybersécurité. Hein. Storm Shield malheureusement a été également victime. Ça a été relayé assez récemment. Donc évidemment, là, quand on commence à s'en prendre aux défenses, si les défenses tombent, on va pouvoir attaquer les organisations qui étaient derrière ces défenses.
Après, ce qu'on a vu globalement sur l'année dernière par rapport à l'évolution des attaques, de toutes les interventions de notre équipe de réaction, en cas d'incident, ça a été une intensification. Il y en a de plus en plus et malheureusement, j'ai l'impression qu'on le dit tous les ans, une complexification de ces attaques. Le premier point sur l'intensification, je pense que c'est lié au caractère extrêmement rentable de cette cybercriminalité. Quand vous êtes aux commandes d'un ransomware et que malheureusement, de plus en plus de gens qui vont toucher payent la rançon, c'est un business rentable. Et comme disait Alain, c'est peut-être plus facile d'aller faire du ransomware que d'aller braquer une banque ou faire du trafic de drogue. Les risques ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas l'implication physique, donc ça incite et ça développe cette criminalité. Et puis, on a également une complexité. On voit que les attaquants sont vraiment organisés. On peut parler d'un écosystème. Chaque malware, chaque type d'attaque fait un morceau de la chaîne. On a des malwares comme Emotet qui vont ouvrir la porte à d'autres malwares comme Ryu qui va venir chiffrer ou d'autres malwares qui vont voler de la donnée. Tout ça, c'est vraiment bien organisé. Chacun fait sa partie du job pour mener une attaque, et évidemment en revendant ses services, en se revendant mutuellement des bases des clients. Tiens, j'ai un trou dans ce serveur-là, installe-toi, ça coûte autant, tu peux rester autant de temps que tu veux. Enfin voilà, on a vraiment ce côté très organisé de l'attaquant avec cette intensification extrêmement forte. Donc le mode opératoire de plus en plus vite et de plus en plus fort, je dirais. Merci Benjamin. Autre question, quel a été l'impact de la pandémie sur la typologie et le nombre des attaques? Yassir, est-ce que tu as un avis sur la question? Alors, sur cette question, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Bien entendu, il y a eu une augmentation des attaques. Sur les typologies, ce qui va revenir de manière régulière, sans trop de surprise, le premier restera le phishing, qui a déjà été souvent une des typologies d'attaques les plus fréquentes, et là qui a augmenté, notamment parce que on sait que tout le monde est en télétravail, on sait que tout le monde est sursollicité par téléphone, par mail, ça devient l'unique manière d'utiliser, et donc il y a bien entendu aussi au bout d'un moment l'attention des gens baisse, et puis le risque de cliquer sur le mauvais lien elle augmente. Donc, ça met en exergue un combat qui date depuis qu'on est, je pense, tous dans la cyber. Cette nécessité de sensibiliser les gens revient de manière régulière, mais je pense qu'on pourra y revenir plus tard. C'est un combat qui n'est pas prêt de s'arrêter. Il faudra trouver de nouvelles manières, mais je pense qu'on va y arriver. Donc, c'est le premier sujet, et c'est un sujet essentiel. Le deuxième, c'est clairement tout ce qui va être ransomware. Donc ça aussi, ça s'est énormément propagé durant la phase d'attaque, et je pense que là aussi l'actualité est assez riche, et toutes les personnes qui sont présentes ont dû d'une manière ou d'une autre entendre au moins une actualité autour de ça. La troisième, qui était un petit peu curieuse, alors je dis pas forcément dans l'ordre, c'était toutes les applications malveillantes qui ont été développées justement dans le cadre de la pandémie, des applications pour détecter des cas contacts, des applications pour la signature de l'autorisation pour sortir. Donc ça aussi, il y a pas mal de petites applications qui se sont développées. Et puis la quatrième, c'est encore une fois, comme on était en télétravail, il y a eu des entreprises qui n'étaient pas prêtes à ce mode de travail, se sont retrouvés tout d'un coup à mettre en place des protocoles de connexion à distance qui n'étaient pas assez sécurisés. Et donc, pour le coup, pareil, là aussi, il y a eu des abus sur ce type d'outillage. Globalement, sans peut-être trop de surprise, on se rend compte toujours qu'il y a cet enjeu autour de l'humain avec cette tension qui n'est pas prête de partir. Il est à la fois le maillon faible, mais certainement un des derniers remparts, ou un des premiers en tout cas, au contraire, à faire face, et qu'il va falloir investir sérieusement dans le fait de faire monter en compétence les collaborateurs. Il ne s'agit pas juste de partager du bon sens avec des jeux de slides, mais il faudra réellement investir pour faire monter en compétence. Ça veut dire faire connaître les équipes sécurité en interne auprès de tous les collaborateurs, les salariés, leur expliquer le rôle et les mettre en situation. La mise en situation reste un sujet essentiel, un peu comme dans les arts martiaux, vous savez. Vous pouvez très bien regarder un film sur les arts martiaux, connaître la théorie des arts martiaux, mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas fait un assaut avec un adversaire,
Et bon, c'est bien de sensibiliser, mais voilà, la mise en situation reste quand même un exercice essentiel pour mettre en pratique ces réflexes-là et les développer, puisque, et je vais finir sur ça, la pandémie aujourd'hui, excusez le terme, tape sur le système de tout le monde, d'une certaine manière, et les attaquants savent que la fragilité psychologique va énormément jouer, puisque tout le monde est en train de baisser sa garde. Vous savez, après 1 an à être enfermé dans 4 murs, ça devient très, très difficile de faire attention. Donc, il va y avoir un grand travail pour justement faire en sorte qu'on puisse traverser cette période-là sereinement. Merci. Alain, est-ce que tu aurais des informations pour compléter? Je compléterais, je dirais, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit et on le retrouve dans notre baromètre du CESA là, qui est sorti hier. Je compléterai en fait par l'aspect risque, parce que cette pandémie et ce confinement, ce télétravail, etc., on a dit que ça avait été le meilleur accélérateur de la transformation numérique des entreprises. C'est sans doute vrai, mais si ça s'est accéléré, ça ne s'est pas fait toujours en toute sécurité. Je veux dire par là qu'on a déployé à tout va des choses qu'on avait peut-être mis un petit peu de côté, comme voilà, on achète du Office 365, on externalise la messagerie, et puis le SharePoint, on verra plus tard parce qu'il faut former les gens, il faut leur expliquer des trucs, etc. Là, on a ouvert les robinets de SharePoint, par exemple. Et le retour de nos membres, c'est de dire qu'en gros, ces outils-là sont des formidables machines à faire fuiter l'information. Parce que si vous ne donnez pas le mode d'emploi aux utilisateurs, quand il a envie de partager l'utilisateur, il va partager au plus large pour être sûr que son destinataire est bien la donnée, et on retrouve là pour le coup des données de partout. Alors ça, c'est encore, je dirais, ce qui est à peu près gérable, mais l'autre aspect qui l'est moins gérable, c'est l'utilisation massive du shadow IT, c'est-à-dire en gros toute l'IT que les utilisateurs consomment, je dirais, en lieu et place de l'informatique de l'entreprise. Alors en lieu et place, souvent, c'est par caprice. L'utilisateur, il préfère utiliser son WeTransfer favori que le machin un peu sécurisé que le RSSI a mis en place dans l'entreprise. Mais là, pendant la crise, en fait, c'était vital. Parce que les utilisateurs, ils n'étaient plus sur le même plateau en train de travailler ensemble et à se parler. Ils étaient disséminés dans leurs domiciles respectifs. Et quand ils avaient des choses à partager, ça ne pouvait pas attendre qu'on leur déploie je ne sais quel outil. Donc, du coup, ils se sont servis. Ils sont allés sur le cloud. Ils ont pris évidemment des produits gratuits. Et quand on rajoute l'adage que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, forcément, tout ça a été une formidable machine à faire fuir de l'information. Et la fuite d'infos, c'est quelque chose qui ne fait pas de mal. D'abord, ça ne se voit pas. L'information qu'on vous a volée, vous l'avez encore en général. Mais ça, ce sont des sujets qui vont, à mon avis, à long terme, être problématiques pour les entreprises, parce que la grande épuisette pour rattraper les données perdues sur le web, elle n'existe pas, malheureusement. Merci Alain. Alors, dernière question de cette seconde partie, cette fois-ci pour Benjamin. Les menaces évoluent et les périmètres ciblés également. Étions-nous prêts pour cette évolution ? Alors malheureusement, pas complètement prêt. On se rend compte effectivement que la menace s'est complexifiée, s'est intensifiée. On en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, je voulais prendre le temps d'aborder le sujet des périmètres. On se rend compte que, Alain vient un petit peu d'en parler, tous les périmètres sont concernés, notamment les différents services dans le cloud. De plus en plus d'entreprises ont recours au cloud. On parle de multi-cloud dans certains cas. Il peut s'agir du type de messagerie, de bureautique, mais ça peut être aussi du IaaS ou du PaaS pour héberger des applications. Et la sécurité du cloud est parfois un petit peu difficile à comprendre parce qu'il faut déjà maîtriser les technologies qui sont très riches, qui évoluent très vite. Et du coup, le RSSI et ses équipes ont parfois tendance à courir un petit peu après ces sujets pour bien les protéger. Et de la même manière, dans toute cette dynamique autour du cloud, on a toute la sécurité autour du DevOps, le fameux DevSecOps, qui est quand même un sujet encore un peu complexe. Et du coup, ces nouveaux périmètres qui sortent très vite parce que le métier veut aller vite, parce que les équipes du digital poussent pour qu'on fasse des mises en production, qu'on fasse des évolutions, on a du mal à les aborder correctement. Et l'autre famille de périmètres, c'est tout ce qui est relatif à l'informatique, aux autres types d'informatique par comparaison à l'informatique de gestion.
l'informatique traditionnelle, les ordinateurs, les serveurs qu'on a sur le bureau ou dans les salles informatiques, et complété dans pas mal de secteurs d'activité par d'autres formes d'informatique, notamment dans l'industrie, par l'informatique industrielle, la Operation Technology, OT, ou par exemple dans la santé, dans le biomédical. On travaille beaucoup, nous, dans la santé. C'est un secteur qui a été assez secoué l'année dernière, évidemment. Et de plus en plus, ils se rendent compte que tous ces équipements, les équipements d'imagerie médicale, de radiothérapie, les équipements d'analyse, comme ils sont reliés de plus en plus au système d'information, parfois on y accède par Internet pour la maintenance, etc., il faut les protéger parce qu'ils sont eux aussi exposés, parce que parfois ils ne sont pas toujours à jour, ce sont des vieux systèmes, ce sont des systèmes gérés par des équipes de spécialistes métiers. Un ingénieur biomédical, ce n'est pas un ingénieur en sécurité. Et ça, il faut vraiment se préoccuper de leur sécurisation, d'une part parce que ce sont des équipements qui coûtent très cher, dont le cycle d'amortissement est très long, et d'autre part parce que ce sont des équipements, si on fait de la radiothérapie, qui peuvent avoir un impact direct sur les chances de patients et l'état de santé des patients. Pour moi, malheureusement, sur ces nouveaux périmètres, il y a beaucoup de travail. Merci Benjamin. Clément ? Oui, pour compléter, pour rentrer dans la droite ligne de ce que vient de dire Benjamin, c'est effectivement cette convergence entre cybersécurité et sûreté. C'est la rencontre de ces deux mondes entre l'IT et l'OT, et avec les problématiques de cybersécurité majeures que cela pose pour les entreprises. Un exemple, mais qui est assez illustratif, pareil, dans le cadre de nos activités cybersécurité, on échangeait avec une PME qui est spécialiste d'aluminium et donc qui fait de l'encadrement de portes et de fenêtres en aluminium pour de l'industrie, du particulier, etc. En fait, il y avait des problématiques et eux, les joyeux de la couronne, en fait, ce qui fait tout leur savoir-faire, c'est sur le réglage et le paramétrage des machines-outils qui font et qui gèrent l'aluminium. Et en fait, une des attaques, en discutant avec eux, je parle parce qu'on avait fait un audit avant, il y avait des problématiques de sécurisation de leur infra, etc. Et en fait, le pire pour eux qui pouvait arriver, c'est pas tant la destruction ou un ransomware, mais c'est qu'un attaquant, en mode APT, comme le décrivait Yassir, un concurrent par exemple, rentre dans leur système, modifie le paramétrage des machines-outils et donc décale tout simplement de 2 ou 3 mm le fait de l'encadrement des portes, par exemple. Ce qui fait que sur une très très longue série, de plusieurs semaines, de plusieurs mois de production, ils arrivent et ils livrent un énorme bâtiment Vinci ou d'autres ou de leurs clients, et ils s'aperçoivent que ces 6 mois de production, il faut entièrement jeter parce que tout simplement, ça ne correspond pas. Et ça a des telles répercussions économiques et financières que l'entreprise ne serait pas capable de se relever. Ça, c'était sur le premier point, sur effectivement cette convergence-là, qui va être en plus complètement rebattue et démultipliée. Le risque va être complètement démultiplié avec l'arrivée de plus en plus massive de la 5G et donc des capteurs IoT et IIoT qui vont faire leur entrée dans les usines. Et ça, Alain, je pense, pourra le confirmer. Au CESA, en tout cas, c'est un sujet qui est pris très au sérieux dans certains secteurs qui ont eu une culture du risque, mais qui n'est pas du tout anticipé dans d'autres secteurs de production industrielle beaucoup moins sensibles ou critiques, eu égard à la classification OIV, par exemple. Et puis, un autre point que je voulais soulever aussi, et Benjamin, pareil, l'a rappelé, c'est une agressivité renforcée. Une agressivité renforcée des attaquants parce que finalement, on arrive à combiner plusieurs modes d'attaque. Prenons l'exemple, par exemple, d'un ransomware. Un ransomware, finalement, et ça, c'est des cas qui se sont vus et que l'on joue en exercice de crise, un ransomware, finalement, ne peut être que la pointe visible de l'iceberg, où, au final, on a envoyé un ransomware pour complètement effacer toutes les traces d'intrusion et d'exfiltration de données qui auraient été faites au préalable, ou, à contrario, dans le cadre d'une demande de rançon d'un ransomware, pour mettre la pression sur la victime, y compris sur des victimes européennes, on fait leaker des données. Et donc, ça rajoute une crise à la crise parce qu'à ce moment-là, eu égard au RGPD, il va falloir faire des déclarations et des notifications à la CNIL, prévenir ses clients de la fuite de données, prendre le courroux de la CNIL, le cas échéant, s'il y a des manquements, et donc concourir ou risquer des amendes pour ces manquements au RGPD. Et donc, ça crée une chaîne, une combinaison
deux modes d'action. À noter d'ailleurs, et ça c'était intéressant parce que c'est les équipes de Talos qui ont sorti récemment, en fait, où ils parlaient et où ils échangeaient avec un opérateur de ransomware. Et finalement, le RGPD a quelque part cet effet pervers, puisque l'opérateur notait qu'il était plus facile d'attaquer des cibles européennes, justement parce que la peur de sanctions RGPD facilitait le paiement d'une rançon. Et puis, pour finaliser et compléter ce panel, il y a une affaire comme quoi l'actualité, décidément, cette semaine n'en finit pas. Il y a une affaire avec Cdiscount qui est sortie dans la presse où, au final, ils se sont aperçus que un de leurs directeurs d'usine, d'un centre de stockage à Bordeaux, finalement, avait de manière tout à fait licite exfiltré des données parce qu'il avait les droits d'accès à ces données-là. Il les avait tout simplement copiées. Donc, on parle quand même de 33 millions de clients Cdiscount avec des coordonnées, des données personnelles, etc. Et il les avait mis en vente sur un black market dans le dark web. Et donc, de ça, on peut en retenir deux choses. D'une part, c'est que la menace interne et que les équipes de cybersécurité, légitimement, aucun des outils n'a rien pu détecter parce que la personne avait les droits d'accès complets sur ces données-là. Donc, il paraissait, d'un point de vue technique, totalement légitime. Les actions qu'il menait paraissaient, d'un point de vue technique, complètement légitimes. Et d'autre part, en fait, c'est la détection, on parlait de périmètre, c'est en allant surveiller des black markets du dark web que les équipes cybersécurité, ou du moins peut-être un logiciel qui équipe les équipes de cybersécurité, ont pu détecter qu'il y avait un problème parce que des données qui n'auraient jamais dû se trouver là étaient à la vente. Et donc aujourd'hui, et ça complète parfaitement les propos d'Alain et de Benjamin, surveiller uniquement son périmètre et son insi interne ne suffit plus du tout. Il faut aller beaucoup plus au-delà et avoir des méthodes qui sont proactives en matière de renseignement et d'analyse de la menace. Merci Clément. Alors nous arrivons à la troisième partie de cette table ronde, les préoccupations et besoins majeurs des RSSI pour 2021. Avec la première question qui est: quels sont les sujets qui préoccupent les RSSI pour 2021? Quels seront les sujets à l'agenda de toutes les équipes cyber en 2021? Alain, peux-tu nous éclairer? Je vais essayer, mais il y a énormément de sujets qui préoccupent les RSSI et pas qu'en 2021, malheureusement. En fait, on l'a vu, je crois que c'est Benjamin qui a évoqué le cloud. On a un peu présenté le cloud, enfin les grands pourvoyeurs de cloud comme l'Eldorado de la sécurité, où en gros, les gens vous disaient venez chez nous, ce sera plus sécurisé que chez vous. C'est vrai. C'est vrai pour beaucoup de PME et de petites entreprises, il vaut mieux avoir ces données dans le cloud que dans des serveurs au fond d'un garage. Mais pour les grandes entreprises, le compte n'y est pas. On a posé une question à nos membres sur la sécurité du cloud et on a, je crois, 86% des répondants qui nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits du niveau de sécurité proposé par les fournisseurs de cloud et que, alors ça c'est bon pour le marché, il faut acheter des solutions spécifiques en plus, en général, et parfois à la place de ces solutions de sécurité du cloud. Donc je pense qu'effectivement, on a parlé de la supply chain aussi tout à l'heure. Le fait que la sécurité aujourd'hui, finalement, du patrimoine informationnel de l'entreprise, c'est une sécurité complètement éclatée au même titre que le patrimoine est éclaté. Vous avez des bouts dans les clouds, vous avez des bouts dans des clouds publics, des bouts dans des clouds hybrides, privés, vous avez des bouts dans des SaaS. Quand vous avez fini de tout externaliser, votre patrimoine applicatif de cette manière-là, vous externalisez votre support, vous avez donc du développement qui est déjà sous-traité dans beaucoup de cas, vous avez de support informatique, le gars qui va venir vous dépanner quand vous êtes en panne, en général, c'est un prestataire. Et ça veut dire que tous ces gens-là, on a parlé de Soprasteria tout à l'heure, ben voilà, ça c'est le bon exemple de supply chain, c'est-à-dire que voilà une boîte qui fait finalement tourner l'informatique de beaucoup d'autres boîtes, et quand cette boîte-là se fait attaquer, effectivement, les autres boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment grand le rideau et elles attendent que l'orage passe. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus de service. Donc, cette sécurité de cette chaîne finalement de sous-traitance,
je pense que c'est vraiment le point focal de l'agenda du RSSI en 2021. Et pour revenir sur SolarWine ou d'autres attaques comme ça, c'est que en fait, on se rend compte qu'on a dépensé des fortunes pour les grosses boîtes, en tout cas en matière de protection. Hein. On a des dizaines et plusieurs dizaines parfois de solutions de protection. Et je le disais tout à l'heure, et malgré tout ça, les attaques continuent de rentrer. Donc ça veut dire qu'il faut être équipé, je dirais, en matière de détection. Et là, c'est là que le SOC fait son apparition. Alors ça n'est pas d'hier le SOC, mais on voit bien que finalement, tout ce qui touche à la supervision sécurité, ça va. En gros, il faut que le RSSI sache ce qui se passe dans son entreprise. Parce qu'une attaque va arriver, il le sait, et plus tôt il va la détecter, et moins elle sera destructrice. Si vous détectez un ransomware, à partir du moment où il commence à chiffrer quelques fichiers, voilà, vous aurez quelques fichiers à restaurer, mais vous n'aurez pas l'ensemble de la boîte qui sera paralysée. Et donc, effectivement, ces questions de détection qui sont assorties, évidemment, à tout ce qui va derrière, hein, la réaction et puis éventuellement la reconstruction quand ça a été détruit, effectivement, ce sont des sujets que les RSSI ont très largement à leur agenda et au niveau, évidemment, ça se traduit au niveau de leur budget. Merci Alain. Benjamin ? Alors pour aller dans le sens d'Alain, compléter un peu, effectivement, pour moi, un des sujets clés, ça va être une remise en top des priorités de la sécurité opérationnelle et en particulier justement de ces problématiques de détection et de réaction. On a vraiment cette prise de conscience, hein, l'attaque finira par arriver, il y a des attaques qui sont arrivées, il y en aura d'autres, donc il faut se préparer pour la prochaine. Donc il faut être capable de détecter. Donc c'est effectivement l'apanage du SOC et on en a de plus en plus. Hein. On a une activité en la matière de SOC externalisé et l'année dernière, ça a commencé à augmenter et je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. C'est vraiment, le sujet est bien identifié. On sait que le SOC peut apporter cette réponse en matière de détection, de compréhension des éléments de sécurité au sein des systèmes d'information. Et on a également l'étape d'après la réaction et de plus en plus, en fait, on attend du SOC qu'il soit aussi en mesure d'agir, hein, pas uniquement d'agiter le drapeau pour dire attention, il se passe quelque chose. Il faut aussi qu'il devienne le bras armé des équipes de sécurité opérationnelle pour pouvoir commencer à bloquer, pour pouvoir apporter un premier niveau de réponse. Et ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir faire face. Après, dans les autres préoccupations autour de ça, pour moi, on en reparlera, mais il y a toute la partie de préparation à la crise, hein, les exercices de gestion de crise, la définition des cellules de crise, les outils qui restent, qu'on va pouvoir utiliser pour faire face à la crise lorsque le système d'information est indisponible ou impacté. Donc ça, c'est un élément important. Et après, on a d'autres sujets qui, pour moi, vont également prendre une certaine importance, vont devenir importants. On parle régulièrement de la gouvernance, de pouvoir être capable de la mettre au bon niveau dans l'organisation, de pouvoir répondre aux attentes de la direction générale du COMEX. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut s'attendre à un retour en grâce de l'analyse de risque. Alors, c'est un vieux classique, l'analyse de risque, hein, on l'a servi à toutes les sauces, mais dans certains cas, notamment dans des contextes un peu de rachat, dans des contextes financiers, on a besoin de démontrer que la cybersécurité n'est pas un risque, par exemple, pour un investisseur, etc. Et je pense que de plus en plus, pouvoir montrer, mais de façon très high level, très orientée business, que le risque cyber est maîtrisé, donc via une analyse de risque parlante, accessible, tournée vers le COMEX, je pense que c'est des éléments importants. Et donc, toute cette capacité-là, encore une fois, à démontrer qu'on maîtrise le risque et aussi indirectement à valoriser tout ce qu'on fait en matière de valoriser les travaux du RSSI, communiquer. Aussi, autre sujet, pour moi, on en a également parlé, être capable d'aller vers les gens qui font évoluer le SI et notamment toutes les équipes du digital à courir après tous ces projets pour essayer de les sécuriser au plus vite et pas se retrouver avec des shadow IT un peu partout. Alors, juste, Gaspard, si vous permettez, j'ai eu plusieurs questions autour du SOC et le fait que ce soit un outil de riche, en gros, et que les PME ne peuvent pas se payer ce genre d'outils. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, et je fais un peu de pub pour Advance du coup, mais il y a beaucoup d'offres aujourd'hui en matière de SOC manager et qui sont du coup
par définition mutualisés et qui deviennent tout de même abordables pour les petites entreprises. Merci Alain. Alors, puisqu'on parle du sujet du RSSI, et là je vais m'adresser à Alain et à Benjamin, est-ce que les RSSI se sont-ils préparés pour être sur tous ces fronts? Et est-ce que les moyens alloués par les entreprises et les institutions publiques sont-ils à la hauteur de ces enjeux? Alors, là, je ne peux pas m'empêcher de vous citer des chiffres de notre baromètre. On a posé la question à nos membres. Selon vous, votre entreprise est-elle préparée à une cyberattaque de grande ampleur en termes de 1. Moyens de prévention, 2. Moyens de détection. Dans le premier cas, 69% des gens disent oui en moyens de prévention et 59% en moyens de détection. En gros, ça veut dire que, alors évidemment, c'est le prisme déformant des entreprises qui ont les moyens de se payer un RSSI, mais en gros, quand on met en place ces outils prévention-détection, on est quand même, on se dit, bon ben voilà, j'ai fait le job, quoi. J'ai assuré, enfin j'ai fait de mon mieux. Par contre, on leur pose la question, quelques questions plus tard. Selon vous, votre entreprise est-elle préparée à une cyberattaque, à gérer une cyberattaque de grande ampleur? Et là, on n'a plus que 40%, 46% de membres qui nous disent, ouais, on est à peu près prêt à gérer une attaque. Ça veut dire que finalement, on voit bien qu'avec les événements qui frappent, y compris les très gros, qui ont des gros moyens de sécurité, alors là, je ne vais pas faire le quart d'heure psy du RSSI, mais il y a quand même, en effet, un gros sujet aujourd'hui pour le RSSI, c'est qu'il sait que l'attaque va avoir lieu. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est quand. Et ça, effectivement, il faut s'y préparer. Et je dirais qu'il faut aussi préparer le management à ça, parce que si la solution après une cyberattaque, comme je l'ai hélas vu de nombreuses fois ces dernières années, c'est de virer le RSSI, c'est pas très malin comme démarche. Donc il y a en effet alors la question des moyens maintenant. On a posé beaucoup de questions autour du budget et c'est vrai que le budget cyber était à regarder à la loupe pendant toute cette période de crise qui se poursuit, bien sûr. Et en fait, à notre grande surprise, on a vu que les budgets étaient préservés, voire même, dans certains cas, augmentés. Et mécaniquement, ça s'explique très bien. Hein. Je veux dire, tout ce qui fait la une des journaux et pas que spécialisé en ce moment, incite en effet les directions générales à sanctuariser un peu d'argent pour sécuriser leur entreprise. Alors, je ne dis pas que c'est la règle partout et on voit bien que malheureusement, les moyens manquent dans les petites structures. Mais en ce qui concerne les grandes entreprises, ce que je peux dire ce soir, c'est qu'effectivement, les budgets cyber sont plus que préservés. Merci Alain. Benjamin? Effectivement, par rapport à la préparation, on a de plus en plus de RSSI qui se sentent prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont confiants et qu'ils attendent la prochaine attaque avec le sourire, mais ils ont fait un certain nombre d'exercices, ils ont des protections, des éléments de supervision. Après, ça sous-entend que s'il n'y a pas de RSSI, on ne connaît pas le niveau de préparation, donc il y a encore plein de structures qui sont probablement pas prêtes. Du coup, voilà, ce niveau global de protection, on le voit encore, par exemple, avec toutes les collectivités locales qui sont secouées en ce moment. Force est de constater que malheureusement, vu le succès que rencontrent les attaquants, la préparation est encore extrêmement inégale, notamment évidemment les structures les plus matures et souvent les plus grosses sont beaucoup plus prêtes que les PME ou que les petits acteurs de la sphère publique, santé, éducation, etc., etc. Et ça fait directement le lien avec la question des moyens. Évidemment, on ne va pas mettre dans le même sac une petite mairie et un grand groupe du CAC 40. La bonne nouvelle pour pas mal de RSSI, quand même, de structures d'une certaine taille, c'est que les budgets ont été quand même sauvegardés malgré la crise économique qui a suivi la crise sanitaire. Dans le courant de l'année dernière, on s'est un peu posé des questions sur comment ça allait se passer, quels impacts allaient subir les RSSI, surtout si l'activité était en crise. Alors évidemment, il y a des secteurs plus sinistrés que d'autres sur le plan économique, mais on va dire que je pense que ça a été difficile pour les dirigeants d'arbitrer sur le budget cyber.
c'est plus difficile probablement d'expliquer pourquoi on a réduit le lendemain d'une attaque, pourquoi on a réduit le budget cyber en même temps qu'on avait réduit le budget IT. Donc les budgets cyber ont été quand même assez protégés, assez préservés. Tant mieux, on va dire. Après, l'autre élément, c'est que ces budgets-là, dans pas mal de contextes, ils sont encore trop faibles. Encore une fois, si on prend toute cette sphère publique, plutôt les petites structures publiques, on a vraiment des démarches balbutiantes en matière de sécurité avec des moyens au sens large, hein, en euros et en ETP, qui sont encore un peu loin du compte. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il faut aussi se réjouir des bonnes nouvelles, c'est que l'ANSSI travaille sur le volet cyber du plan de relance et qu'on peut espérer que ça puisse aider ces structures-là à se développer, à monter en maturité et donc à avoir finalement les moyens adaptés à la hauteur des menaces. Là-dessus, sur le plan de relance, alors j'ai vu passer un chiffre, je ne sais pas ce qu'il regroupe et il est prendre avec évidemment beaucoup de pincettes exactement, mais on parle de plus de 20 milliards d'euros spécifiques à la cybersécurité. Alors quel sera le périmètre, est-ce que ce sera pour tout le monde, enfin voilà, mais en tout cas, effectivement, dans le cadre du plan de relance, je pense que la vague de ransomware et la psychose que peut causer les ransomware auprès de certaines collectivités locales commence un peu à porter ses fruits malheureusement avec un investissement massif de la part de l'État. Merci Clément. Alors cette fois-ci, nous allons nous tourner plutôt vers Yassir. Beaucoup d'entre vous ont, dans les commentaires, parlé notamment du SOC. Donc, serait-il nécessaire de renforcer les capacités de détection, donc SOC, EDR, Threat Intel, et de réaction, donc gestion de crise? Si oui, comment? Yassir. Alors, la réponse est bien évidemment oui. Et je pense que je vais laisser Alain, je pense qu'il va avoir des compléments très intéressants. J'aimerais quand même, moi, un peu faire une réponse un peu tangente parce que c'est intéressant de voir tous les échanges défiler. Et je pense qu'il y a un point sur lequel on doit peut-être tous se faire du bien et se mettre d'accord. Il n'y a pas de réponse magique à la cybersécurité. Il n'y a pas de télécommande magique sur lequel on va appuyer et ça va régler tous les problèmes. Donc ça c'est un premier point qui est essentiel à garder, sur lequel il faut tous se déstresser. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a en fait un changement de paradigme qu'on est en train de vivre tous et qui dépasse en fait la cybersécurité. Il y a le cadre dans lequel on réfléchit la technologie et aujourd'hui en crise. La manière de penser la technologie en crise. On n'est pas équipé avec les bons outils pour modéliser quelle part doit prendre l'humain, quelle part doit prendre la technique, dans tout ça. Vous voyez, tout le monde veut dire, ah, mais en fait, non, la technologie, c'est obsolète. Non, mais c'est juste une question d'humain. Tout le monde a l'impression que c'est un subtil mélange de tout ça, que personne ne sait valoriser. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et dans ça, il faut en voir en ça une richesse, une opportunité. Tous les échanges qu'on est en train de voir sur le chat, c'est une vraie richesse aujourd'hui. C'est une vraie opportunité. Ça montre qu'il y a des sujets à craquer intellectuellement sur lesquels on est tous en train de travailler. Et il faut en faire un moteur. Le vrai sujet, c'est qu'il est là. Le danger de ça, c'est qu'il y ait une sorte de fatigue globale, puisqu'on n'arrive pas. Mais il faut voir en ça la possibilité de se dire, il y a un vrai sujet sur lequel on travaille tous, on réfléchit, aussi bien des gens qui sont des experts de la cyber que des néophytes. Hein. Ça crée de vraies vocations et il faut le transformer en ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller vers ce type de sujet et de créer ce genre de moment où on peut collaborer, échanger avec des gens qui peuvent avoir un regard naïf, mais qui peuvent être extrêmement pertinents. C'est pour ça aussi que moi, je me méfie de plus en plus des sujets autour de, voilà, il faut mettre l'humain au centre de tout. Je pense que l'humain, il faut le voir comme une partie d'un système complexe, puisque c'est ce qui marche maintenant aujourd'hui, c'est les modélisations. L'analyse atteint ses limites. C'est les modélisations qui marchent parce qu'on sait qu'on a des systèmes dynamiques. Mais du coup, il faut revoir notre manière de voir ces problèmes-là encore et encore sans jamais s'arrêter et y voir des activités de recours. Oui, typiquement, toutes les questions qu'on va apporter ce soir ne sont que le début de nouvelles questions. Toutes les réponses ne sont que le début de nouvelles questions. Ça ne va jamais s'arrêter. Et je pense qu'il faut accepter cet état de fait pour pouvoir justement avancer sereinement et pouvoir passer à la suite. Voilà, je suis sorti du cadre. Parce que voilà, les réactions me semblaient intéressantes. Et puis, je laisse la main à Alain qui, je pense, va 1000 fois donner des choses beaucoup plus percutantes que ce que je viens de raconter là à l'instant. C'est pas ça, mais j'avais un doute du coup sur quelle question on était en train de faire.
Alain, tu veux que je la repose? Je pourrais être sûr. Alors, serait-il nécessaire de renforcer les capacités de Oui, non, détection c'est bien et de celle-là. réaction? D'accord, oui. Alors, trêve de plaisanterie, oui, je crois que je l'ai déjà dit et je vais me répéter, mais euh, euh, la sécurité, ce n'est malheureusement pas qu'un problème de protection. Hein. C'est vrai qu'on a fait pendant des années, et c'est un vieux de la vieille de la sécurité qui parle, on a bâti des forteresses, on a fait des châteaux forts, et en gros, voilà, il fallait passer par le pont-levis pour rentrer dans la forteresse, et je dirais que la vie était assez simple à cette époque. Du coup, on a tout misé en effet sur la forteresse et sur les systèmes de protection. On voit que ces systèmes-là sont perfectibles et le seront, je dirais, d'autant plus que des attaques comme SolarWinds. Il faut quand même réaliser que là, vous avez du code réputé légitime qu'on vous envoie sous forme de mise à jour par des gens archi sérieux et qui vous disent voilà, patchez, enfin, mettez à jour votre logiciel. Bon, imaginez 30 secondes que la victime de demain, ce soit plus SolarWinds, mais ce soit Microsoft. Toutes les semaines, tous les jours, Microsoft vous envoie des mises à jour. Personne ne les regarde. Enfin, je veux dire, vous faites des tests de non-régression pour voir effectivement si ça ne bloque pas les systèmes, alors, éventuellement, mais on le fait de moins en moins. Et qu'est-ce que vous faites? Vous installez ce qu'on vous envoie parce que vous trustez votre provider. Donc, imaginez 30 secondes demain, une propagation par une mise à jour de Microsoft, c'est le monde entier qui sera paralysé, enfin en tout cas touché. Donc ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'il faut s'acheter un fusil et se tirer une balle. Ça veut dire qu'il faut en effet renforcer ses capacités de détection. Parce que du coup, peut-être que ce code malveillant diffusé dans 25 000 endroits ne sera pas actif partout, mais du coup, quand l'attaque va se réveiller et quand il va y avoir quelque chose de bizarre qui va se passer quelque part, eh bien, celui qui va gagner, c'est celui qui va la repérer en premier. Et ça, malheureusement, effectivement, parce que c'est encore une fois des questions d'argent et des questions de complexité, c'est tous les acronymes que vous avez cités, les SOC, les EDR, les XDR, les Threat Intel, etc. Tous ces dispositifs-là aujourd'hui sont, à mes yeux, l'investissement à faire d'urgence pour justement être en capacité de détecter, parce qu'on ne pourra pas, il faut bien se mettre ça dans la tête, on ne pourra pas dorénavant protéger correctement le patrimoine informationnel de l'entreprise. Merci Alain. Alors, dernière question donc, de cette troisième partie, puisqu'on parle tous de sensibilisation. Est-ce que les salariés sont suffisamment formés face à la menace cyber? Benjamin? Alors moi, je pense que malheureusement non. On voit voilà, que assez souvent le phishing, alors même s'il est extrêmement malin, qui s'alimente à chaque fois de l'actualité ou qui cible de mieux en mieux les victimes, ça marche, ça reste encore un vecteur d'attaque extrêmement efficace. Assez souvent, voilà, il y a malheureusement un comportement à risque qui va venir sinon générer mais faciliter une intrusion ou une attaque. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de formation et de sensibilisation. Pour les RSSI, la sensibilisation est toujours un sujet un peu délicat parce qu'on a envie d'en faire, on pense que c'est important et en même temps parfois on est un petit peu déçu par les retombées réelles, hein, qui sont d'ailleurs difficiles à mesurer. Hein. C'est difficile d'évaluer comment on provoque le changement, comment on peut provoquer l'adoption de bonnes pratiques. Et puis je pense qu'au-delà de ça, on a pas mal parlé hein, de l'omniprésence, de la place que prenait l'IT, le digital dans le quotidien, dans tous les systèmes, les objets connectés, etc., etc. On a besoin peut-être d'un mouvement un peu de fond de société, de sensibilisation ou plutôt dès le plus jeune âge pour s'assurer que tout ce numérique qui nous entoure est dompté et bien compris. On n'en a pas parlé
On a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé, alors qui n'est pas vraiment un sujet cyber, mais le sujet des fake news, qui ont bien aussi leur heure de gloire avec la pandémie, etc. Je pense qu'il y a aussi cette histoire de la sensibilisation. Là aussi revient un sujet important. Il faut quand même toujours développer cet esprit critique. C'est un peu pareil quand vous voyez un mail un peu bizarre, quand vous voyez un article un peu bizarre sur les réseaux, dans les news. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Donc je pense que ça, on a besoin de le développer encore plus collectivement dans la société. Merci Benjamin. Alain, est-ce que tu veux compléter? Avec Benjamin sur le fait que les utilisateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés et ne sont pas suffisamment vigilants. Bon, et c'est vrai que la sensibilisation, c'est un peu le marronnier du RSSI. Hein. Il faut remettre sans arrêt l'ouvrage sur le métier parce qu'il faut répéter les messages, de nouveaux modes d'attaque apparaissent et voilà, il faut sensibiliser les gens. Mais je pense que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et à un moment donné, bon, c'est sûr que expliquer aux gens qu'il ne faut pas écrire leur mot de passe sur un post-it, surtout s'il est collé derrière eux pendant qu'ils font une vidéoconférence, j'en ai vu combien, ne pas effectivement répondre quand un informaticien vous appelle et la première chose qu'il vous demande, c'est votre mot de passe pour pouvoir intervenir sur son PC. Bon, ça, ce sont des choses qu'il faut en effet toujours répéter, marteler, etc. Mais quand on voit que finalement 80, je crois que dans les chiffres du CESA, ça va être 80% du vecteur d'attaque aujourd'hui, c'est le phishing. Je dirais que le problème du phishing, c'est que, bon, alors évidemment, il y a plein d'outils de sensibilisation autour du phishing, on peut faire des campagnes de faux phishing, on peut faire plein de choses intéressantes, mais au bout du bout, le phishing devient quand même assez professionnel. Bon, alors évidemment, pendant le Covid, on a vu du phishing tout pourri, comme on l'envoyait avant, avec des fautes d'orthographe, mal fait, mais la moyenne du phishing est quand même relativement bien faite maintenant, c'est très personnalisé, il n'y a plus de fautes, enfin bon, et du coup, sensibiliser, enfin, faire reposer la sécurité finalement de l'entreprise sur le fait que l'utilisateur va cliquer ou pas, c'est quand même un peu hasardeux. Donc voilà, je me contredis, tant pis, mais faut revenir effectivement à des questions de protection parce que le lien malveillant qui va déclencher la catastrophe, il y a derrière ce lien une vulnérabilité que l'entreprise n'a pas traitée. Merci Alain. Alors nous arrivons à la dernière partie de cette table ronde, nous en avions parlé. Quelles perspectives pour les entreprises et institutions publiques en 2021? Donc quelles sont vos préconisations? Quelle est votre vision des 3 chantiers clés pour 2021? Clément, on te laisse la main. Alors moi, j'en citerai qu'un parce qu'on a parlé de plein de choses mais il y en a un qui est majeur et qui malheureusement ne va pas durer que pour 2021, mais aussi pour 2022, 2023, 2024 et je pense pour toute la décennie. C'est clairement le problème de ressources qui est lié d'ailleurs à ce côté de sensibilisation et d'éducation finalement globale au bon usage du numérique, mais c'est des ressources humaines et des compétences en cybersécurité. On a entre 5 et 10 000 postes par an qui restent à pourvoir. Le secteur est à flux tendu entre des compétences pointues qui sont à l'ANSSI dans nos sociétés respectives. On manque de bras, on manque de gens formés à des niveaux qui sont techniciens, à des niveaux qui sont beaucoup plus experts. Et là, il y a un défi majeur. Alors, on n'est pas les seuls. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est même vrai aux États-Unis. Globalement, il y a un défi colossal sur la formation et la qualification de ressources humaines en cybersécurité. Encore une fois, on pourra avoir toute la technologie du monde, et je rejoins parfaitement Yacine, où on est dans un système complexe sur l'interaction entre de l'homme, de la machine, de la technologie. L'homme a ses propres biais cognitifs qui biaisent le comportement de la technologie. La technologie peut tromper l'homme, mais c'est globalement cette ressource humaine qualifiée en cybersécurité, cette éducation au global et dès le plus jeune âge à l'usage du numérique, mais la formation et les recrutements, et aujourd'hui, que ce soit pouvoir public, organisation privée, tout le monde en souffre. C'est de plus en plus dur de pouvoir recruter. Ça risque de pas trop s'arranger. Et eu égard au contexte global de menaces que l'on a, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Merci Clément.
Alain, est-ce que tu as des choses à compléter? Je dirais que si la question est autour des chantiers, et considérons que nous avons les ressources pour mener ces chantiers, moi j'en citerai trois. Euh, trois chantiers avec trois acronymes. Désolé, il y en a eu beaucoup ce soir. Le premier, c'est IAM, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des accès et de l'identité. Je pense que ces sujets-là, aujourd'hui, qui sont des sujets très anciens en matière de cybersécurité, reviennent en force. Pourquoi? Parce que cloud et parce que recours à des applications SaaS. Et du coup, il faut voilà, gérer d'une manière complètement différente les problématiques d'accès aux informations. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont sous le joug de la réglementation bancaire et autres, mais ce qui intéresse les auditeurs quand ils viennent chez vous, c'est de savoir qui a accès à quoi et si l'accès est bien justifié. Bon, ça, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, effectivement, déjà, vous serez pas comment dirais-je, en ligne avec la réglementation, mais ça, c'est pas très grave, mais vous serez vulnérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je n'insisterai pas, hein, j'ai assez fait de pub comme ça pour le SOC, mais je pense qu'il faut effectivement travailler sur ces sujets-là, ne pas hésiter à sous-traiter cette problématique qui n'est pas possible, évidemment, de mettre en œuvre tout seul dans son coin, dans son entreprise. Ça, il n'y a que les gros qui peuvent se permettre ça. Et encore, les gros commencent à trouver que ça leur coûte cher et ils commencent à externaliser. Donc, chantier SOC avec tous les acronymes jolis qu'on a vus, les SOR, les Threat Intel, etc. Enfin, je vous épargne tout ça. Et puis, je finirai avec le MFA. Alors, moi, j'ai quelques années de cybersécurité de carrière et je crois que l'authentification forte, j'en ai toujours entendu parler. Mais c'est un peu comme l'adage, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'en ai pas vu beaucoup. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, ces questions d'authentification, vous l'avez tous vu d'ailleurs avec vos banques, hein, si maintenant vous voulez faire la moindre opération bancaire, vous avez un système d'authentification, alors qui passe par différents moyens, en général par le smartphone. Et ça, ce renforcement de l'authentification est un point clé aujourd'hui, puisque quand vous avez toutes vos données qui sont dans le cloud et tous vos utilisateurs qui sont chez eux en ce moment, qui ont besoin d'accéder à ces données, il faut être sûr que l'utilisateur qui se connecte, c'est bien celui qu'on croit. Or, aujourd'hui, faire reposer cette sécurité et ces accès par un simple identifiant et un mot de passe, c'est quasiment un crime contre la sécurité. Donc, ce MFA, effectivement, qui a changé de nom, hein, on disait authentification forte dans le temps, je pense qu'effectivement, là, il a le vent en poupe. Et pour le coup, le meilleur ambassadeur, ce sont nos banques respectives qui nous ont tous enrôlés dans leur nouveau système d'authentification, ce qui permet aux utilisateurs de bien comprendre de quoi il s'agit. Merci Alain. Alors, quelles sont les technologies majeures à la mode en 2021? Alain? Là, j'ai anticipé. Hein. Technologie 2021, oui, on n'a pas beaucoup, je crois qu'on n'en a même pas parlé d'ailleurs, d'intelligence artificielle. Ce serait dommage de ne pas l'évoquer. Alors, j'aime pas trop parler d'intelligence artificielle en matière de cybersécurité parce qu'on est encore loin du robot qui va remplacer le RSSI. Tout à l'heure, je voyais un acronyme, enfin une remarque, finalement le RSSI ne sert à rien ou je ne sais pas quoi, où on peut s'en passer. Essayez. Essayez de vous en passer. Non, plus sérieusement, je pense que effectivement, les sujets aujourd'hui de sécurité de 2021, on en a largement parlé. Et ces questions d'intelligence artificielle et de machine learning, je pense que ce sont des choses qui vont faire leur apparition. On a parlé d'IoT aussi. L'IoT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu d'IoT qui se sécurisent. On ne sait pas faire du patching sur l'IoT. Ça veut dire que demain, on va connecter des milliards de trucs, comme on a connecté les milliards de PC, mais les milliards de PC, on les met à jour. Les milliards d'IoT qu'on va connecter au système d'information, on ne sait pas les mettre à jour, parce que ce ne sont pas des instruments qui sont faits pour être sécurisés, parce que ça coûterait trop cher de les sécuriser. Donc, du coup, il va falloir inventer des nouveaux modes
Et on a quelques jolies startups d'ailleurs qui se penchent sur ce domaine à juste titre. Et je pense qu'effectivement, on n'entend pas beaucoup parler de machine learning et d'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. Mais je pense que ça va venir parce qu'effectivement, ça va être un besoin indispensable dans l'avenir. Merci Alain. Benjamin, est-ce que tu as d'autres questions? Juste pour compléter rapidement, parce qu'on a cité quand même pas mal de mots, mais effectivement, derrière toute la partie détection-réaction, donc il y a le sujet de l'EDR, l'Endpoint Detection and Response, qui s'élargit maintenant sur le XDR. Alors on verra, il n'y aura plus de LED, il y aura le ZDR en 2022 probablement, mais voilà, disons que ces outils derrière la détection, la réaction, c'est un petit peu ce qu'il y a sous le capot de plus en plus de SOC. Ça va être des sujets importants, même si voilà, on a tendance à l'englober dans le SOC et à la limite se concentrer sur la valeur rendue par le service plus que les briques, c'est peut-être pas plus mal. Après, il y a quelques sujets qui gravitent aussi pour moi autour des préoccupations dont on a parlé. Je ne sais pas si ça va décoller, mais tout ce qui est Cloud Security Posture Management, encore un acronyme bien compliqué, CSPM, tous ces outils qui permettent de scanner un petit peu les problèmes de configuration, les vulnérabilités dans les différents clouds, qui donnent quand même une visibilité très intéressante, moi je trouve, quand on a face à pas mal de clouds qui évoluent très vite. Donc pour moi, c'est des éléments importants. Et puis, on peut aussi parler de certaines technos qui répondent à des enjeux spécifiques dont on a parlé quand on parlait des environnements industriels ou du biomédical. On commence à avoir des startups de cyber, alors bien souvent qui viennent du pays fournisseur officiel de start-up, Israël. En cyber, c'est des technos qui se concentrent sur des objets connectés ou certains périmètres. Par exemple, il y a Cybermedics qui travaille sur le biomédical. Il y a d'autres boîtes qui sont sur le transport connecté, sur le ferroviaire, etc., etc. Et je pense que ça, alors ça sera plutôt du domaine du POC, ça ne va pas généraliser tout de suite, mais ça sera quand même des sujets intéressants pour une innovation assez intéressante face à ces nouveaux périmètres et nouveaux enjeux. Merci Benjamin. Nous arrivons donc à la fin de cette table ronde avec cette dernière question. Elle va s'adresser donc à Benjamin et à Yassir. Quelles sont les compétences cyber clés attendues en 2021 ? Alors sur la compétence, une des compétences clés, si on ne l'a pas assez dit, là, c'est l'analyse SOC. On parlait de SOC, mais dans les SOC, il faut bien des gens pour analyser, même si le machine learning, l'IA peuvent aider. Alain parlait de l'IA, dans certains cas, l'analyse de l'humain peut être boostée. Alors, ce n'est pas le robot qui fait tout, mais les algorithmes peuvent aider, peuvent faciliter le travail. Mais je pense qu'on a besoin de ce profil-là. Et puis, on a aussi, donc on va dire plutôt la Blue Team, mais il y a également le profil un petit peu plus Red Team. Alors, non pas pour les attaques, mais pour les réponses en cas d'attaque. Je pense qu'on a besoin de gens qui ont quand même l'expertise qui permettent de comprendre la menace, de comprendre les fonctionnements des attaquants et d'y réagir au plus vite. Et après, on a parlé de sensibilisation, de formation. Il faudra aussi, d'une manière ou d'une autre, les compétences qui permettent ça. Les communicants dans la cyber, les formateurs, des profils un peu moins techniques. Voilà, il y a un petit peu des extrêmes. Le spécialiste pointu de la menace pour le SOC ou le CERT, mais également des profils beaucoup plus métiers et 360 pour expliquer tout ça et le valoriser. Merci Benjamin. Yassir ? Alors, pour compléter, sans vouloir faire de prospective, il y a une étude du Forbes qui était sortie il n'y a pas très longtemps sur les compétences à venir essentielles. Elle est assez poussée. Je vais essayer de retrouver le lien et de le repartager. Mais si je synthétise pour qu'on reste accroché quelque part à la réalité de ce qui va être construit dans les années qui viennent, ce qui va être recherché, a priori, ce qui manque aussi dans le chaînon, c'est tout ce qui va être des personnes qui font du DevSecOps. C'est-à-dire ces personnes qui ont ces triple compétences, qui vont participer à la construction d'applicatifs, mais avec une vision au moins à 3 degrés entre la réalité du développement, la réalité des ops et la réalité sécurité. Je pense que c'est une brique qui doit être essentielle. Si on imagine encore, c'est l'image qui est aujourd'hui, le développement comme une usine, il faut qu'il y ait à l'intérieur des chaînes de production des gens qui arrivent à avoir ce niveau de production et ne pas juste avoir, à chaque fois s'appuyer sur des attaquants quelque part. Il faut qu'à l'intérieur de la production, il y ait cet enjeu. Naturellement,
le cloud, je pense qu'on est un sujet essentiel. Donc, des gens qui ont une compétence cloud, sécurité cloud vont être essentiels. Ça s'impose à tout le monde, que ça soit cloud hybride, privé, tous les formats qu'on veut. Ça devient quand même une brique essentielle et ça va se démocratiser dans l'architecture de tous les systèmes d'information qu'on va avoir. Donc, il va falloir avoir des gens autour de ça. Donc, vous voyez, il y a la partie applicative, il y a la partie infrastructure. Et en fin de compte, ce qui va être intéressant, je pense que c'est un des sujets sur lesquels on se pose beaucoup de questions, c'est la modélisation du risque. Parce que ça reste une des questions, alors en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, mais ça reste, et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, par où commencer, à quoi ressemble le risque, d'où il vient, et je distingue vraiment modélisation d'analyse pour le coup. Donc la capacité à modéliser, ces trois semblent être des compétences à minima sur les 5 années qui viennent. Encore une fois, je ne me projette pas à 20 ans ou 50 ans, mais dans les années qui viennent, il va y avoir une grosse tension sur ces sujets-là et les entreprises, les organisations qui vont pouvoir récupérer ce genre de profil vont certainement bien progresser sur ces sujets-là. Voilà. Merci Yassir pour cette réponse. Alors, on arrive à la fin donc, de cette table ronde. On a répondu à l'ensemble des questions. Donc, je tiens à remercier particulièrement tous les intervenants. Juste un mot de la fin. J'ai ouvert, donc je me permets de prendre la conclusion. Il y a 2 mots qui me semblent fondamentaux finalement. C'est collaboration et coopération. Collaboration et coopération à l'intérieur des métiers, à l'intérieur des organisations, entre les organisations, qu'elles soient publiques et privées, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Ces 2 mots-là sont au cœur et je voyais passer le campus cyber est dans cette dynamique-là. De toute façon, seul, on ne peut rien à l'intérieur de son organisation, dans son silo métier, dans son organisation. Donc, il faut ouvrir, il faut collaborer et coopérer parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Et ça tombe bien parce que collaboration et coopération en cybersécurité, c'est le grand thème de l'année du FIC qui aura lieu au mois de juin. Bravo. Merci Clément et merci à tous les intervenants d'être venus ce soir pour répondre à nos questions. Je tiens également à particulièrement remercier les participants. Vous étiez 350 ce soir à venir échanger avec nous. Vous avez été très actifs, on l'a vu sur le chat. J'ai même vu des contacts être échangés et c'est génial parce que c'est exactement pour ça qu'on fait ce genre d'événement. Comme le disait Yassir, si on communique, si on échange, si on se met tous ensemble, et ben on avance. Donc c'était très bien de voir en fait ces partages-là. J'espère que ça vous a plu. Sachez que Risk Intel organise ces tables rondes une fois par mois. La prochaine aura lieu en mars et ce sera justement avec OVH Cloud, avec Oxybox et avec Allvid. Donc j'espère qu'on pourra vous y voir parmi nous pour cette table ronde. N'hésitez pas à vous abonner sur Risk Intel, c'est là où on communique sur l'ensemble de nos événements. Et je tiens aussi à vous introduire notre nouvelle action qui est le talk show. Donc on est en train de mettre en place un talk show cyber qui s'appellera Let's Talk, qui sera en partenariat avec le pôle d'excellence cyber. Et justement, en tout cas, le sujet du premier épisode, c'est pouvons-nous avoir confiance en notre cloud? Donc, je pense que c'est un sujet qui va tous vous intéresser au vu des différents échanges qu'on a pu voir sur le chat. Voilà, j'espère vous revoir prochainement et merci à tous. Merci beaucoup, bravo Yasmine. Merci, Yasmine. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.